de retour du congrès de l'INCa qui s'est déroulé porte de Versailles les 6 et 7 octobre 2017. Les communications de ce congrès ont été riches, les débats ont été assez animés et certains parmi vous ont souhaité revoir cette communication sur le retour au sport après instabilité articulaire. Si vous demandez à votre entourage professionnel de la rééducation si parmi eux certains ont déjà rééduqué une entorse de cheville, vous verrez que pour la quasi-totalité de vos confrères, tous ont déjà au moins rééduqué une fois une entorse de cheville dans leur vie. Mais par contre, si vous demandez à ces mêmes praticiens, est-ce que dans le cadre de cette pathologie, ils proposent d'effectuer des sauts multidirectionnels, vous verrez rapidement que à peu près 1 sur 2 propose cette pratique en rééducation. Et si vous leur demandez si les patients qu'ils soignent sont emmenés dans des milieux externes au cabinet pour justement proposer une pratique et une reprogrammation neuromusculaire au plus proche de la pratique sportive, c'est-à-dire sur le terrain, vous apercevrez que moins de 10% donc proposent ce type de technique. Et quand on regarde le taux de récidive après entorse de cheville qui dépasse les 50% selon certaines publications, on s'aperçoit en effet que dans le cadre de la rééducation, on pourrait peut-être faire mieux. Et cette analyse est transposable à la pathologie du genou dans le cadre des ligaments croisés opérés, puisque quasiment chaque praticien a déjà rééduqué un ligament croisé opéré dans sa vie. Mais par contre, en fin de rééducation, seulement la moitié propose d'effectuer des sauts multidirectionnels et moins de 10% emmènent les patients pour la reprise du sport en extérieur dans le cadre d'une rééducation et d'une reprogrammation neuromusculaire sur le terrain. Et en effet, on voit que ces résultats sont proches et corrélés à ceux qu'on voit dans le cadre de l'entorse de cheville, puisque là, en effet, les récidives sont moins fortes. Dans la littérature, on retrouve entre 10 et 15% de récidives, mais par contre, ces récidives sont moins fortes parce que seulement un patient sur 2 reprend le sport après ligamentoplastie de genou. Donc on peut se demander pourquoi on a une efficacité qui est si faible dans le cadre de cette rééducation et il faut vraiment chercher où est le problème. Souvent on est cantonné à une rééducation pour obtenir un genou stable, indolent, mobile et fort, et peu de techniques de rééducation sont vraiment liées à la prévention des récidives. Et c'est pourtant cet axe de rééducation qu'il faut développer. Donc il faut analyser le responsable qui pourrait être mis en avant dans le cadre de ces récidives. On ne peut pas attribuer cette responsabilité à la personne qui va faire le diagnostic, qui va prescrire des radios et éventuellement qui va proposer un traitement chirurgical ou fonctionnel. Le médecin, donc, dans le cadre des récidives, est hors de cause, ce n'est pas lui qui va redonner les capacités fonctionnelles pour justement limiter ces récidives. Dans le cadre de l'entraîneur, qui lui est là juste pour développer les performances sportives du sujet, là aussi on ne peut pas lui reprocher d'être responsable des récidives. Donc on a 2 lieux dans le cadre de la prise en charge, la rééducation en cabinet et cette phase de reprise de sport où aujourd'hui on n'a pas vraiment identifié quelle est la compétence et quel est le professionnel qui est responsable de cette phase. Dans ces 2 lieux, en effet, on pourrait trouver la responsabilité de ces récidives. Donc il faut se poser aujourd'hui les bonnes questions en rééducation pour avoir des résultats optimisés. En effet, pour limiter ces récidives, ce que dit la littérature, c'est de proposer une reprogrammation neuromusculaire à base d'exercices proprioceptifs qui pourraient autoriser une reprise de sport dans de bonnes conditions et en effet limiter ces récidives. Pour optimiser cette reprogrammation neuromusculaire, le principe de base est de connaître la physiologie fondamentale avec 3 capteurs principaux qui vont justement être, eux, responsables de cette stabilité articulaire. Tout d'abord, le système proprioceptif ou somesthésique, qui lui est le plus rapide, qui est basé sur la stratégie de cheville et de genou. Ensuite, il y a le système vestibulaire, qui est un système d'urgence qui intervient quand la somesthésie est dépassée. Le système vestibulaire ne code pas en statique quand la tête est immobile, mais lorsque la tête se déplace avec des accélérations importantes, sollicitant le vestibule, alors il y a un rattrapage de l'équilibre avec les muscles du tronc et de la hanche. Et enfin, le système visuel, qui est probablement le plus fin et le plus raffiné, mais malheureusement le plus lent, lui aura aussi une action sur la stabilité. Dans le cadre des systèmes de régression fonctionnelle, lorsqu'un système est perturbé, comme par exemple dans le cas des instabilités articulaires, le système proprioceptif somesthésique, les autres systèmes vont compenser
et les patients petit à petit deviennent visio-vestibulaires dépendants. Et c'est vraiment l'élément qu'il faut éviter en rééducation, c'est-à-dire de favoriser cette régression somesthésique au profit du système visio-vestibulaire, car dans ce cas, étant donné que ce système somesthésique a comme principal effecteur et récepteur la hanche et le genou, on va se retrouver avec un système appauvri qui va aboutir à des instabilités chroniques. Donc dans le cadre de problèmes qu'on pourrait rencontrer en rééducation, ce qu'il faut éviter, c'est d'utiliser les plateaux de Freeman de manière trop précoce. En effet, ces plateaux, tels que l'avait décrit Orache et Nachner en 86, vont principalement solliciter le système vestibulaire et donc avoir une sollicitation de la hanche et du bassin pour rattraper le patient. Et donc en sollicitant ce système vestibulaire par l'intermédiaire des plateaux de Freeman, non seulement on aura une mauvaise cible puisqu'on va solliciter le vestibule, mais en plus on va favoriser l'utilisation préférentielle de ce vestibule au détriment de la somesthésie, et donc on va encourager le système à évoluer vers une régression somesthésique et donc peut-être des facteurs d'instabilité chronique. Donc c'est pour ça que cette reprogrammation neuromusculaire doit se construire au travers des fondamentaux. Dans un premier temps, la proprioception consciente, avec le sens somesthésique et statesthésique. Ce sens kinesthésique et statesthésique, c'est tout simplement pour nous en rééducation la remise en charge qui doit se faire sans douleur. Ensuite, cette reprogrammation neuromusculaire évolue vers une proprioception inconsciente par l'utilisation de la double tâche. La double tâche, c'est tout simplement un système qui est perturbant. Par exemple, ça peut être un jeu, ça peut être tourner un ballon autour de la taille, compter à l'envers. Et une deuxième tâche, c'est-à-dire la tâche cible, qui est la stabilité sollicitante qu'on désire en rééducation, c'est-à-dire au niveau du genou ou au niveau de la cheville. Enfin, il faut poursuivre cette reprogrammation neuromusculaire par des exercices dynamiques qui se font sur des plans mous. En effet, le ligament a des capteurs mécaniques qui fonctionnent essentiellement en dynamique avec de la vitesse et de l'accélération. Donc en statique, ces capteurs ligamentaires ne codent pas. Il faut évoluer vers des systèmes dynamiques, que ce soit par l'utilisation de trampolines ou l'utilisation de mousse épaisse, toujours dans le cadre du système de double tâche. Ces éléments, dans le cadre du rétrocontrôle, sont des éléments satisfaisants en début de rééducation, mais ne peuvent pas éviter à eux seuls les récidives. En effet, comme vous le montre le tableau au milieu à droite, issu des travaux de Tonard de 88, pour produire une entorse de cheville, il faut environ 30 millisecondes. Alors que le système de rétrocontrôle enregistré à l'EMG lors de cette même entorse de cheville se met en place en 60 millisecondes, donc ce système est trop long et ne peut pas éviter les récidives. On peut faire cette transposition au niveau du genou, puisque Pope, en 90, a montré que pour produire une entorse de genou avec lésion du ligament croisé antérieur, il faut environ 60 millisecondes, et le système de rétrocontrôle avec mise en jeu de la qualité musculaire des ischio-jambiers pour protéger le genou se met en place en 90 millisecondes. Donc là aussi, le rétrocontrôle est trop long et ne permet pas d'éviter les entorses et les traumatismes itératifs. Ce qu'il faut vraiment pour éviter les récidives, c'est se servir du système d'anticipation, c'est-à-dire, on voit dans le tableau en bas à droite, lors d'un saut préprogrammé sur une plateforme de force, que l'activité EMG intervient bien avant l'impact au sol. Et en effet, cette activité EMG, témoin d'une proactivation musculaire, permet au schéma moteur d'anticiper la réception au sol et de donner toute la stratégie musculaire qui permettra de stabiliser l'articulation bien avant justement un traumatisme qui pourrait se mettre en place. Donc en rééducation, c'est tout simplement la production des sauts, que ce soit les sauts dans un axe simple ou alors des sauts multidirectionnels, voire des sauts en double tâche. En effet, l'important dans ces sauts, ça n'est pas forcément la propulsion, mais surtout la réception pour favoriser l'intégration de schémas moteurs et la multiplication des gestuelles sportives auxquelles sera confronté le sujet. Et en effet, quand on regarde la qualité neuromusculaire et la qualité neurophysiologique qui est nécessaire à cette production de sauts et de réception, on fait intervenir l'ensemble des récepteurs, que ce soit les récepteurs somesthésiques, vestibulaires et visio-oculaires. Et donc ces récepteurs, il faut qu'ils codent le même langage, il faut qu'ils donnent les mêmes informations, donc il faut se servir à la fois de la somesthésie, du système vestibulaire et du système visio-oculaire, c'est-à-dire remettre les patients au plus proche de leur pratique sportive
et donc leur apprendre des schémas moteurs auxquels ils sont confrontés dans leur pratique sportive. Et la pratique sportive ne se fait pas seulement à l'intérieur d'un cabinet, entre quatre murs, cette pratique sportive se fait à l'extérieur. Donc il faut amener les patients à l'extérieur pour lutter contre les récidives et donc produire des schémas moteurs proches de ceux auxquels ils seront confrontés dans la vie sportive, que ce soit avec des exercices simples, comme la réception au contrebas, contrôlée, éventuellement des exercices multidirectionnels, où les patients donc, font des pas chassés sur le côté, en avant, en arrière, et après, des exercices avec un partenaire, que ce soit sur des exercices de poussée ou des lancers de balles. Au niveau de cette première partie, on voit très bien que la rééducation doit dépasser les frontières du cabinet, mais il faut aussi se poser d'autres questions. La question notamment de la reprise sportive, puisque c'est au final une étape importante pour le praticien et le patient, pour que le patient ne reprenne pas trop tôt et donc se mette en difficulté et en danger par rapport à une reprise sportive, mais aussi que le patient ne reprenne pas trop tard, de manière à éviter de lui faire perdre du temps. Et quand on voit ce que proposent les recommandations professionnelles de 2008 dans le cadre de la reprise sportive après reconstruction du ligament croisé antérieur du genou, on s'aperçoit qu'il y a des critères en rapport avec la récupération fonctionnelle du genou, c'est-à-dire avoir un genou sec, stable et indolent, une mobilité articulaire satisfaisante et une force musculaire récupérée. Mais par contre, il n'y a pas d'évaluation, justement, qui évalue la potentialité des récidives. Donc au niveau des évaluations connues aujourd'hui, il y a le test isocinétique, qui est un test analytique segmentaire qui évalue la force musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers. On peut avoir des valeurs mesurées intéressantes, mais par contre, on est bien loin de la stabilité articulaire, puisque quand on s'aperçoit des mécanismes physiologiques qui concourent à la stabilité articulaire et de ceux qui permettent de développer de la force, on ne peut pas préciser avec certitude qu'une articulation forte soit une articulation stable. Quand on regarde ces deux personnes, une danseuse et une haltérophile, ou une personne qui fait de la musculation, en effet, on peut très bien analyser de manière logique que la personne la plus stable, probablement ce sera la danseuse, et que la personne la plus forte, ce sera celle qui va développer de la musculation régulière. Donc c'est pour ça que dès l'année 2005-2006, on avait fait plusieurs publications mettant en évidence la limite de ces tests analytiques et segmentaires qui évaluent seulement la force et pas forcément la stabilité, pour proposer un bilan sur plateforme de stabilométrie qui évalue la stabilité et qui met en jeu justement un mécanisme physiologique qui va solliciter les capteurs responsables de cette stabilité. Néanmoins, quelques années plus tard, on peut reconnaître à ce type de bilan des limites, c'est-à-dire d'une part ce sont des bilans qui sont statiques, donc qui ne mettent pas en jeu le codage ligamentaire, puisque le ligament, lui, va essentiellement donner des informations en dynamique avec de la vitesse et avec de l'accélération. Et d'autre part, on évalue ces patients seulement dans une condition avec une sollicitation du rétrocontrôle et pas du tout une sollicitation avec de l'anticipation. Donc c'est pour ça que l'évolution aujourd'hui se fait plutôt vers des tests fonctionnels avec accéléromètre ou non, tels que le décrivent les recommandations de 2010 américaines dans le cadre de la reprise sportive après reconstruction du ligament croisé antérieur. En effet, on retrouve dans ces recommandations la phrase en bas de la diaporama, c'est-à-dire que les cliniciens peuvent utiliser un moyen simple et reproductible pour mesurer la performance physique, tel qu'un test de détente pour définir la limitation de l'activité. Il y a plusieurs tests que vous pouvez utiliser, la détente verticale, la détente horizontale, le one leg hop, le crossover test, beaucoup de tests qui sont présents aujourd'hui dans la littérature. Néanmoins, la limite de ces tests, c'est que là aussi, on reste sur des tests qui évaluent la capacité de récupération et non la capacité de récidive. Pour évaluer les récidives, il faut mettre le patient proche du mécanisme lésionnel, c'est-à-dire dans la réception au sol. Il faut en effet proposer plutôt des tests en contrainte, c'est-à-dire des tests en contrebas. Et en effet, on peut voir dans certains cas que lors de ce test en contrebas réalisé avec vidéo, certains patients, comme le patient de gauche, lui, serait plutôt avec des troubles au niveau de la cheville, c'est-à-dire une restriction de flexion dorsale lors de la réception en contrebas qui pourrait expliquer en effet des récidives et des instabilités chroniques, alors que la personne de droite, elle, n'a pas du tout de problème en termes de flexion dorsale de cheville, mais la flexion limitante est la flexion du genou, qui par contre
pourra expliquer des instabilités chroniques au niveau de ce genou. Ce sont des paramètres qu'on a évalués dans un papier que nous avons publié en 2016, où en effet on a essayé de voir s'il existait une corrélation entre des tests de détente verticale volontaire et des tests de réception en contrebas, des tests contraintes. On s'est aperçu chez cette population qu'il y avait en effet une corrélation importante entre la hauteur du saut et l'amplitude de flexion de genou lors de la réception en contrebas. Donc en effet, aujourd'hui, il faut essayer non seulement d'évaluer les capacités de récupération du patient pour autoriser la reprise sportive, mais aussi évaluer les capacités de récidive, c'est-à-dire mesurer lors d'un saut en réception en contrebas la déformation en flexion de genou. De nombreux auteurs qui proposent des programmes de prévention dans le cadre des instabilités articulaires du genou précisent bien que le but de ces programmes de prévention est d'encourager la flexion lors de la réception au sol. En effet, la quasi-totalité des entorses du genou se font dans un angle qui se situe entre 0 et 40 degrés de flexion, et lorsque le patient a dépassé cet angle lors de la réception au sol, il n'y a plus de traumatisme possible. Nos travaux corroborent ceux de Delahaye de 2012, qui précisent aussi que lors de la réception en contrebas, s'il y a un défaut de flexion, c'est en effet un indicateur fiable pour repousser la reprise sportive et préciser que le patient est potentiellement un patient qui peut récidiver. Cela paraît logique quand on comprend les mécanismes fondamentaux des traumatismes articulaires. Si vous avez un patient qui normalement doit se réceptionner en contrebas, son système de triple flexion, hanche, genou, cheville, du coup va amortir les contraintes au sol. Ce système de triple flexion fonctionne avec la capacité excentrique du triceps, du quadriceps et des fessiers. Si cette capacité musculaire excentrique est insuffisante, il va y avoir une limitation de la flexion hanche, genou, cheville qui donc va entraîner des mouvements pathogènes. Lorsqu'une articulation n'a pas la capacité de se déformer dans sa physiologie normale, les contraintes de force vont permettre et vont solliciter des anomalies mécaniques qui vont justement entraîner une articulation vers des mouvements dont elle n'a pas la physiologie, comme par exemple le genou, les mouvements rotatoires ou les mouvements de valgus varus. Et en effet, c'est ce qu'on retrouve dans les mécanismes lésionnels, c'est-à-dire un genou qui n'a pas la capacité de se déformer en flexion, donc qui reste dans des flexions, des angles entre 0 et 40 degrés. Et donc, du coup, les contraintes au sol vont favoriser les mouvements pathogènes de valgus, de varus, associés plus ou moins à des rotations. On retrouve ce même constat au niveau de la cheville, et donc c'est un travail qu'on avait fait en 2009, où dans le cadre de la réception au sol, on avait vu en effet que les patients qui avaient un temps de réception au sol long, avec une bonne compliance musculaire et une bonne déformation vers la flexion, étaient des patients qui n'étaient pas à risque dans le cadre de l'entorse de cheville. Alors que les patients qui avaient un temps de réaction au sol court, souvent proche des 200 millisecondes, étaient des patients qui étaient, eux, sujets à entorse de cheville et qui en effet avaient fait des entorses de cheville. Nos travaux sont corrélés et corroborés à ceux de Pope en 2000, qui avait montré sur plus de 1000 recrues de l'armée australienne que la restriction en flexion dorsale de cheville était un facteur favorisant aux entorses de cheville. Et Williams, lui, plus tard, en 2003, avait aussi montré que le déficit de flexion dorsale était un facteur favorisant à l'entorse de cheville, et il avait aussi évalué que les patients qui avaient une augmentation de la raideur active du triceps et un déficit de faiblesse au niveau des stabilisateurs latéraux étaient des patients qui étaient potentiellement sujets aux entorses de cheville. Donc, dans le cadre de cette prise en charge au niveau rééducatif, il faut, au-delà de la récupération neuromusculaire, de la récupération fonctionnelle, proposer des techniques préventives qui vont limiter les récidives. Et on voit que la littérature est assez claire là-dessus, c'est-à-dire que ce qui ne fonctionne pas pour limiter les récidives, c'est le travail de l'équilibre seul, la reprogrammation neuromusculaire seule, la pliométrie seule ou des travails cardiovasculaires de coordination seule. Par contre, quand on associe le renforcement musculaire à la pliométrie aux étirements, la pliométrie au travail de l'équilibre, là, on est vraiment dans le cadre d'une solution préventive prouvée qui permet justement de limiter les récidives. Et les principales vertus de cette pliométrie, en effet, c'est de favoriser les sauts, la réception et notamment l'absorption des contraintes au sol et de développer
la compliance du sujet pour favoriser la déformation articulaire dans une amplitude et une physiologie normale, ce qui va permettre de limiter les mouvements pathogènes. Donc dans le cadre du schéma de responsabilité, en effet, on a écarté le médecin et l'entraîneur, et au niveau des deux derniers sujets qui auraient pu intervenir dans le cadre de la prévention des récidives, la rééducation au cabinet aujourd'hui est souvent une rééducation bien conduite, même si parfois elle est insuffisante puisque certains praticiens ne proposent pas des sauts, mais ce qui est vraiment aujourd'hui à développer, c'est cette phase de reprise sportive, cette phase où justement on va mettre le patient dans un environnement proche de sa pratique sportive pour développer le maximum de schémas moteurs, ce qui lui permettra de limiter les récidives et donc du coup de mettre ce patient dans des contraintes proches de cette pratique sportive de manière à ce que quand il reprenne le sport, il ne soit surpris de rien. Donc, en conclusion, il y a vraiment aujourd'hui la place pour la rééducation au-delà du cabinet, puisque le patient, ce qu'il demande vraiment, lui, c'est la reprise sportive. Et donc, si on veut lui permettre de reprendre son sport dans de bonnes conditions, de reprendre son sport sans récidive, ce qu'il faut, c'est essayer de dépasser le cadre du cabinet, de lui donner en effet la récupération des capacités fonctionnelles, mais aussi de lui proposer des tests en contrainte pour l'habituer aux schémas moteurs, donc les schémas d'anticipation qui vont limiter les récidives. Pour cela, il est nécessaire de dépasser les cloisons du cabinet, d'essayer de trouver des nouvelles approches de rééducation, que ce soit dans le cadre d'une pratique libérale conventionnée, voire que ce soit dans le cadre d'une activité physique adaptée maîtrisée par le masseur-kinésithérapeute. Ça peut se faire de manière directe ou indirecte, mais la place du masseur-kinésithérapeute est incontournable dans ce contexte. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette communication vous aura plu, qu'elle vous aura amené de nouveaux éléments pour la rééducation et votre pratique quotidienne. Pour ceux qui ont assisté au congrès, il y avait une deuxième communication sur la réhabilitation améliorée après chirurgie que nous mettrons en ligne de la même manière, probablement d'ici la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.